Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette révolution du 30 juin 2013. Et pour aborder ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps, oui. À peu près 2 ans. Oui. Presque, oui, presque. Pendant le coronavirus, j'ai beaucoup limité mes déplacements. Oui. Parfait. Alors, si on parle de cette révolution du 30 juin, on parle d'un esprit que tout le monde a vécu au cours de cette période, un esprit de solidarité, un esprit de caractère égyptien, de sauver le caractère égyptien de ce patrimoine, cette empreinte de l'égyptien. Alors en fait, quand je parle du 30 juin, nous, ma génération, on n'a pas vécu la traversée glorieuse du 6 octobre 1978. Pardon, 1973, oui, 1973. Nous ne l'avons pas vécu, mais on a vécu quelque chose qui n'est pas très différente. C'est le 30 juin, parce que le 30 juin, c'est ce sentiment-là de solidarité et de fraternité entre tous les Égyptiens. C'est là où véritablement tous les Égyptiens ont abandonné les différences entre eux, les problèmes, les divergences de but qui les séparent, et ils ont tous décidé de défendre, comme au 6 octobre 1973, une seule chose, c'est l'Égypte. Alors, en 1973, on défendait bien sûr les terres. En 2013, et c'est bizarre, c'est la première fois que je me rends compte que c'est 13 et 13, oui. En 2013, on défendait notre identité. Notre identité. Et je trouve que l'identité, c'est quelque chose qui est très cher, autant que la terre, parce que l'identité, c'est ce qui donne à la terre sa particularité. Oui. Et cette identité égyptienne, ce n'est pas une identité moderne, c'est une identité qui revient à une civilisation des plus anciennes dans le monde. Quand on fait un tout petit déplacement dans n'importe quelle rue de l'Égypte, on va découvrir que nous avons dans chaque rue et ruelle des monuments, des parties, des histoires, des traces qui remontent à l'histoire hellénique, à l'histoire copte, à l'histoire islamique, à l'histoire pharaonique. Oui. Donc c'est véritablement une identité qui mérite d'être défendue. D'autant plus que ce qui se passait avant le 30 juin 2013, c'était une tentative de gommer totalement cette identité-là et de la remplacer par une identité qui n'est même pas humaine, mais qui est terroriste. Et ça, c'était vraiment... Ce n'est pas les Égyptiens, ce n'est pas les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est un peuple qui peut-être connaît des moments de haut et de bas, de moments de détérioration et d'autres moments d'amélioration, mais ça reste un peuple très pacifique tout au long de son histoire. Oui. Ce n'est pas un peuple qui est formaté pour être un peuple terroriste, pour être un peuple d'agresseurs. C'est un peuple qui est fait de bons vivants. Nous sommes des personnes qui aiment fêter, qui aiment manger, qui inventent des fêtes, qui inventent pour chaque fête un plat. C'est ça les Égyptiens. Ce qui caractérise également, ça me vient par la tête, c'est que l'Égypte a reçu des réfugiés de par son histoire. De par son histoire, c'est un pays cosmopolite. C'est un pays qui est ouvert, qui a toujours gardé... bras ouverts et qui a toujours reçu le monde. On a reçu les Arméniens pendant une période très difficile de leur histoire, les Syriens récemment. Les Koweïtiens et les Irakiens. Les Irakiens aussi. Oui, oui. Et toujours en Égypte, on n'a pas eu des camps de concentration, on n'a pas eu des camps de réfugiés, on a eu un pays qui est très ouvert à tous. Et c'est tout au long de son histoire. Nous, on parle de l'histoire moderne, mais si on remonte même plus loin, on va découvrir que c'était une terre qui est toujours cosmopolite. Et je crois que la ville d'Alexandrie, elle est un témoin vivant de ce cosmopolitisme. Donc, véritablement, gommer toute cette particularité, toute cette authenticité de l'Égypte et la vêtir d'un énorme drap noir pour la cacher. Vous savez que l'Égypte, c'est une femme, hein, c'est Baheya. Oui. Quand on parle de l'Égypte, on parle d'une femme du nom de Baheya. Oui. Et moi, la belle, oui. Et je dis toujours que si on veut vêtir cette Baheya d'un drap noir pour la cacher, c'est en quelque sorte détruire plus de 7000 ans d'histoire. 7000 ans d'histoire qui ne sont pas le fruit du hasard, qui sont le fruit d'un travail de penseurs, d'intellectuels égyptiens, arabes ou étrangers, égyptianisés au fil du temps. Parce que quand on parle des grands noms du cinéma égyptien, par exemple, certains n'étaient pas du tout égyptiens.
Et Oui, pourtant, ils certainement. étaient égyptianisés, ils ont obtenu la nationalité égyptienne, ils sont devenus une partie de cette terre. Cette terre, elle est capable comment dire, Régénérer. d'adopter tout Ouais. ce qui passe par là. Et le 2013 était vraiment un pas très nécessaire pour sauver notre histoire, pour sauver notre présent et pour sauver notre le futur futur. Hein. Ce qui m'a vraiment choqué avec 2013, le 30 juin, c'est que ce n'était pas seulement la place Tahrir au Caire, C'était mais partout. c'était les grandes places de toutes les villes. C'était partout Toutes parce les que villes c'était de par notre l'Égypte tout identité. entière, quand même. C'était pas, c'est-à-dire que, vous savez, quand il y a une révolution pour des demandes qui sont bien sûr très légitimes, contre lesquelles je suis pas du tout, je suis pas contre, mais je suis totalement des demandes légitimes ou des revendications comme la justice, comme l'égalité, comme par exemple le droit à manger correctement. Là, même si c'est légitime, il y aura des gens qui seront peut-être pour et d'autres qui seront contre. Ou qui ont peur. Ou qui ont peur. Mais quand on parle d'une identité Oui. de la patrie, c'est pas la même chose. Oui. Parce que en fait, on peut être mal à l'aise dans sa patrie, mais on a toujours sa patrie. Et le 2013, ce que je disais et ce que vous m'avez dit hier quand vous me posez la question les revendications de 2013 ne concernaient pas des revendications liées à des conditions de vie, hein. Même si ça a été de manière indirecte traité durant. C'était l'identité égyptienne, c'était l'authenticité de l'Égypte, c'était la protection de la patrie, la protection de notre territoire, c'était garder l'histoire pour l'avenir. C'était vraiment ça le 30 juin 2013. C'était aussi cette patrie qui a toujours su cohabiter malgré les différences de peau, de race. On n'a pas, nous, les Égyptiens, une forme particulière. Oui. Et ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent critiquer ça. Moi, je ne la critique pas. Je trouve que c'est très positif parce que c'est comme si c'était un grand melting pot humanitaire. Hein. On voit de tout ici en Égypte. Accepter l'autre. Et puis, des religions, on en a, des confessions, on a des religions différentes sur le territoire égyptien. Même si que dans notre tête, on pense qu'il y a musulmans et coptes orthodoxes, mais il y a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a coptes orthodoxes, il y a catholiques, il y a protestants, il y a évangéliques, il y a même d'autres, je dirais, confessions musulmanes. Donc on ne peut pas dire que l'Égypte, c'est un tout, un bloc. C'est une mosaïque. Et pour préserver la mosaïque, il fallait le 30 juin. Oui, nous sommes tous descendus le 30 juin, ou même avant, depuis le 25 ou le 26 juin, pour sauver la patrie. Nous avions tous une seule idée, c'est de sauver l'identité. Mais chacun d'entre nous avait d'autres idées aussi, d'autres rêves. Il y avait beaucoup de rêves. Vous pensez à combien le pourcentage qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant de tous ces rêves-là? Alors, sur le plan économique, l'éducation, la santé, tout ce qui a rapport avec la patrie. Alors, sur le plan de la femme. De la femme. Parce que je suis une femme quand même. Excusez-nous, on va commencer par la femme. Oui. Je me sens en minorité. En minorité masculine, malheureusement. Bon, sur le plan de la femme, il y a beaucoup quand même de pas qui ont été faits. Au moins, je dirais que le tabou de parler des droits des femmes n'est plus un tabou. Aujourd'hui, on peut dire que les femmes ont réalisé beaucoup d'exploits, mais encore, il reste des exploits à réaliser. Et aujourd'hui, il y a les nouvelles lois sur le statut personnel qui sont en voie d'étude, qui vont permettre aux femmes de se sentir plus ou moins respectées par la justice, respectées par la société, en cas aussi de divorce, pour elles et pour les enfants aussi. Donc là, pour moi, en tant que femme, je me sens beaucoup plus sécurisée après le 30 juin, à travers tout ce qui s'est passé durant les 9 dernières années, même si, étant une femme un peu ambitieuse, cela ne me suffit pas et je m'attends à avoir davantage de démarches prises à mon égard. Il y a l'initiative Haya Karima ou Vie décente qui parle beaucoup de la femme, qui est centrée surtout à 90% sur la femme. La femme et quelle femme? Parce que toujours quand on parle des femmes en Égypte, on parlait souvent des femmes qui ont fait des études, qui peuvent plus ou moins avoir la voie de se défendre. Mais les femmes dans les endroits éloignés, les femmes
femmes dans les campagnes, les femmes qui n'ont pas peut-être fait des études, les femmes qui se retrouvent dans une position où elles n'ont ni études, ni diplôme, ni compétences, ni savoir-faire, et elles se retrouvent elles-mêmes responsables seules de leur famille. Ces femmes qui sont responsables de familles monoparentales, elles étaient souvent délaissées. Aujourd'hui, avec Vie décente, on propose non pas seulement de les aider financièrement, parce que aider quelqu'un financièrement, c'est bien, mais ce n'est pas une solution, mais on nous propose aussi de les, je dirais, formater, de les former, de les doter de compétences et de savoir-faire pour qu'elles puissent véritablement devenir indépendantes et avoir un poids sur le marché du travail. Et ça, c'est très important. Je crois que Vie décente, au-delà d'être une initiative qui vise à développer des régions rurales ou des régions éloignées, je vois que c'est véritablement un cri d'espoir et un cri aussi qui permet de dire que l'État est conscient de l'injustice du passé et qu'il souhaite réaliser cette justice d'une manière ou d'une autre. Parce que reconnaître déjà qu'il y avait une injustice par rapport aux villes principales, centrales comme Le Caire, Alexandrie, Tanta, les grandes villes et les petits villages éloignés de la capitale, c'est déjà un très grand pas vers la réalisation de la justice. Ce n'était pas seulement une reconnaissance avec Vie décente, puisque Vie décente a été accompagnée aussi de pas très importants sur les plans. Et puis Vie décente, c'est vraiment c'est comme une toile d'araignée, hein, ça se complète. Il y a le côté économique, il y a le côté social, il y a le côté santé. Mais malheureusement, notre temps arrive à bout, comme d'habitude. Mais on a parlé de la femme. Bon, c'est très important. Quand même. Quand même, oui. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier, Dr Nesrine Chokri. Merci pour vos efforts d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée d'ici jusqu'au 2-3 juillet. Je crois qu'on va être véritablement dans un état de joie et on se rappelle de 9 ans déjà. Merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.